solide, ma matière, sur chaque étage. Donc, le séchage se fait bien sûr lorsque le gaz est mis en contact avec la matière solide et ceci se fait juste sur la surface supérieure des bandes. La face intérieure est isolée, donc tant mieux. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques du gaz séchant, nous avons dit que le séchage s'effectue par un gaz vecteur. D'accord. Généralement, on utilise de l'air. L'air, qui est notre gaz séchant, et là, ses caractéristiques de température sèche et de température humide. Donc, 160 degrés Fahrenheit, température sèche, et 120 degrés Fahrenheit de température humide. Il circule à travers la bande avec un flux massique de 500 lb par heure par feet carré. Donc, en fait, c'est un flux ou bien un débit massique parce qu'il est donné par unité de surface. Donc, j'ai la TV, la TW du gaz séchant et j'ai même le débit massique ou bien le flux massique. Par la suite, on nous dit qu'une autre expérience a été effectuée sous les mêmes conditions de séchage, c'est-à-dire à l'échelle laboratoire ou bien même à l'échelle industrielle, j'ai fait la même opération que celle-là. D'accord? Mais en fait, c'était pour tirer d'autres conclusions. L'opération a montré que la teneur en humidité au point critique, on verra c'est quoi ce point critique, le XC est de 0,4 lBO par lB de solide sec. Donc, mémorisez l'unité déjà de la teneur en humidité des solides, c'est des lB d'eau par lB de solide sec. Et que la vitesse de séchage durant la période décroissante est proportionnelle à la teneur en humidité. On va expliquer ça. Déterminer le temps de séchage requis pour cette opération. Donc, en fait, l'objectif, bien, la question de cet exercice, c'est de déterminer le temps nécessaire pour réussir mon opération de séchage. C'est-à-dire, réussir mon opération de séchage, c'est-à-dire, c'est je dois aboutir à une humidité de 0,1 lBO par lB de solide sec. Je démarre à partir d'une masse, d'un solide qui est humide, le coutant, il avait une humidité de 1 lBO par lB de solide sec. Et je dois atteindre à la fin de mon opération une humidité de 0,1 lBO par lB de solide sec. En ayant bien sûr un gaz séchant qui est l'air et qui arrive avec ses caractéristiques de température et de débit, il me faut combien pour atteindre cette humidité, pour baisser mon humidité pardon, de 1 lB jusqu'à 0,1 lBO. Donc, voici l'énoncé de l'exercice et le travail demandé. Maintenant, avant de commencer, donc je suis en train de chercher le temps nécessaire. Avant de passer au calcul, vous devez savoir que en fait, l'opération de séchage, elle se compose en fait de 3 phases. Première phase, deuxième phase et la troisième phase. Et expérimentalement, si vous voulez, malheureusement, on n'a pas pu faire le TP cette année. Comment je peux faire l'opération de séchage? Je vous donne l'exemple simple. Généralement, les années précédentes, on faisait le TP soit avec des pois chiches, soit avec une pâte alimentaire. L'année passée, je crois, c'était avec les particules de berkoukes. Donc, on avait une certaine masse de berkoukes, on l'a humidifié. Donc, j'ai rajouté quelques gouttes d'eau sur une petite quantité de berkoukes. J'ai laissé sécher 5 minutes à l'air libre. Par la suite, j'ai fait introduire quoi? J'ai fait introduire cette quantité dans un four, dans une étuve à l'échelle laboratoire. Là, pardon, j'arrive pas à écrire. Donc, pardon, j'arrête et je repartage. J'essaye de régler le problème. Oui. Voilà. Donc là, je vous donne juste un petit exemple.
pour l'opération de séchage. Par exemple, là, je démarre, j'ai une tomate. Allez-y. J'ai une tomate de 200 grammes. Donc, la masse initiale de ma tomate, elle est égale à 200 grammes. Bien sûr, ces 200 grammes représentent quoi? Les 200 grammes représentent la masse d'eau plus la masse des constituants secs. Mon but, c'est de sécher la tomate, c'est-à-dire je dois évacuer, je dois faire sortir toute la quantité d'eau contenue dans cette tomate. Réellement, je ne connais pas la quantité d'eau de cette tomate. Donc, je fais comment? Je mesure, ou bien je pèse, pardon, ma tomate à T égale à 0. Donc, à T égale à 0, la masse humide de la tomate, T0 égale à 0, elle était de 200 grammes. Par la suite, je fais comment? J'introduis cette tomate dans une étuve. Donc, étuve, par exemple, la température, je règle la température à combien? À 60 degrés C. 60 degrés C. Et là, je prépare mon tableau. Bien sûr, là, je mentionne le temps. Et juste après, c'est la masse. La masse de la tomate, bien sûr. Donc, à T égale à 0, j'ai une masse, bien sûr, qui est égale à 200 grammes. Je fais comment par la suite? Je choisis un intervalle de temps. Par exemple, 5 minutes. À T égale 5 minutes, je vais faire sortir ma tomate et je la repèse encore. Donc, j'ai une balance à côté de mon étuve. Balance. Voilà. Après 5 minutes, donc je pèse ma tomate encore. Je trouverai certainement une masse qui est comment? S'il vous plaît. Je trouverai une masse qui est inférieure, supérieure, à votre avis, logiquement, hein, même ceux qui n'ont pas assisté avec la chargée de cours. Allez-y, écrivez-moi. Est-ce que je trouve une valeur inférieure ou bien supérieure à votre avis? Allez-y, s'il vous plaît. Inférieur. Inférieure, très bien. Donc, je trouverai une masse qui est inférieure. Et bien sûr, si je trouve par exemple 190 grammes, donc j'ai une différence de 10 grammes. Les 10 grammes, à votre avis, représentent quoi? La perte en masse de 10 grammes, elle représente quoi? Masse d'eau. N'oubliez pas. Pardon? Masse d'eau. La masse d'eau, très bien. Donc, en fait, la différence, c'est la quantité d'eau qui s'est évaporée. Voilà. Donc, la différence entre la première masse et la deuxième masse, c'est en fait la différence d'eau. C'est la masse d'eau qui s'est évaporée. Je fais la même chose. J'ai choisi, pardon, un intervalle de temps de 5 minutes. Donc, à 10 minutes, je repèse ma tomate. Je trouverai peut-être 181 grammes. Donc, à 10 minutes, j'ai fait évaporer pratiquement 19 grammes. Et ainsi de suite. Quand est-ce que je dois arrêter cette opération? Quand est-ce que je vais me dire, tiens, là, je vais certainement m'arrêter? Par exemple, si AT égale à 60 minutes, je trouve une masse qui est égale à 90. D'accord? Et si à 65, je trouve une masse de 89,9 par exemple. Là, l'opération de séchage devient très, très lente et du coup, je vais arrêter l'opération de séchage. Regardez, avec ces masses-là, je peux calculer la teneur en humidité. Nous avons dit que le X ou bien le W, vous pouvez trouver deux notation, donc soit X, soit W, c'est la quantité d'eau évaporée, c'est des kilogrammes d'eau par kilogramme de matière sèche. Regardez, kilogramme d'eau, donc c'est la quantité d'eau évaporée. Et kilogramme de matière sèche, c'est la quantité du solide sec, kilogramme de matière sèche. Là, s'il vous plaît, nous avons dit que la différence de masse représente la quantité d'eau évaporée.
Et c'est AT égale 65. Je trouverai cette masse. En fait, cette masse, elle représente quoi? Là, j'explique davantage. À 70, c'est à 70 minutes, je vais trouver la même masse, 89,9. Donc, en fait, l'opération s'est arrêtée. Donc, cette masse de 89,9, elle représente quoi? Quantité de solide. La quantité de solide sec, de matière sèche. Parce qu'en fait, là, si la masse reste constante, c'est-à-dire que j'ai réussi à évacuer toute la quantité d'eau. Voilà, donc c'est la masse du produit sec ou bien la masse de matière sèche. Donc, vous avez compris que si je vous demande de calculer l'humidité X, c'est la quantité d'eau, d'accord, divisée par la quantité de matière sèche. Et comment, si j'ai un tableau expérimental comme ceci, comment je peux déterminer la quantité de matière sèche? C'est la dernière masse dans le tableau. D'accord? Ici, c'est à 65 ou bien à 70. Si vous avez un tableau devant vous, un tableau expérimental, donc, pour déterminer le X, il faut toujours chercher la masse sèche et qui est la dernière valeur. Soit on vous la donne directement. Voici donc juste une petite explication pour le processus de séchage. Maintenant, quelle que soit la matière que je suis en train de sécher, quel que soit le procédé de séchage adopté, toujours, le processus se compose de 3 phases. D'accord? Si je sèche un produit alimentaire, si je sèche, un produit pharmaceutique, cosmétique, etc., toujours, l'opération de séchage se fait en 3 étapes. Lesquelles? Regardez, toujours pour le séchage, je représente, c'est un processus qui est un processus temporel, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc, je représente l'évolution de l'humidité, de la teneur en humidité en fonction du temps. La première étape, elle est trop courte. Là, c'est clair que l'humidité en fonction du temps, elle va chuter, elle va diminuer. Là, pour notre exercice, on démarre d'une humidité de 1, on atteint à la fin une humidité de 0,1. Donc, regardez, c'est clair que j'aurai une chute. Donc, ça, après, comme ça, après une courbe. Donc, regardez. Donc, la première, c'est l'humidité initiale. Là, c'est le point 2. Là, je l'appelle un point C ou bien K. En cours, je crois que vous l'avez noté par K. Et celui-là, c'est le point 3. Regardez, la première phase, donc phase 1, la première phase, c'est entre le point 1 et 2. Expérimentalement, on parle de cette étape-là. Vous allez remarquer, pour les exercices de cette série, on va négliger cette étape. D'accord? Elle est trop courte. C'est la première phase, c'est la phase 1, c'est la phase de mise en température. D'accord? Donc, j'ai mon produit humide, je le mets. Donc, en fait, c'est la phase de mise en température, d'homogénéisation de la température du solide à l'intérieur. Si je fais le séchage à 80, donc en fait, c'est le temps nécessaire pour homogénéiser la température à l'intérieur de mon étuve à l'intérieur aussi de mon produit humide. Donc, c'est la phase de mise en température. Mise en température. La deuxième phase, regardez, c'est entre 2 et le point C. Donc, entre le point 2 et le point C. Là, le séchage se fait avec une grande vitesse. Et la vitesse dans cette phase-là, qui est la deuxième phase, la vitesse, elle est constante. Donc, on dit ça, le deuxième segment, c'est en fait la phase 2, bien la deuxième période, et c'est la phase à vitesse constante. Phase à vitesse constante.
Voilà, donc entre 2 et C, c'est la vitesse, la deuxième période, on l'appelle la phase à vitesse constante. Regardez, hein, ce soit la première, la deuxième, la troisième phase, j'ai toujours une diminution de l'humidité en fonction du temps, c'est-à-dire une diminution de la masse en fonction du temps. Et c'est logique. Mais on remarque qu'il y a 3 phases. La différence entre les phases, c'est par rapport en fait à la vitesse du séchage, la vitesse de notre processus. Entre le point C et le point 3, c'est la troisième période, ou bien la phase 3, et c'est la phase à vitesse décroissante. C'est la phase à vitesse décroissante. Et la caractéristique de cette phase, je sais que la vitesse, elle va décroître et aussi, elle est fonction de l'humidité, c'est-à-dire décroissante. Donc, la vitesse ici, la vitesse dans cette phase, elle est fonction de x. Donc, je peux l'écrire en fonction de x. Elle est linéaire, donc V, généralement, elle est égale à A fois x plus une certaine constante, V. Voilà. Voici donc les 3 périodes de séchage. Là, nous avons représenté x en fonction du temps. On sait que la vitesse, c'est moins des 2x, la vitesse de quelque chose. Hein. C'est une grandeur. Hein. C'est l'humidité. Si c'était une distance, donc la vitesse, c'est d de x sur dt. Là, je sais que c'est décroissant, donc la vitesse, c'est moins d de x. On ne peut pas trouver une vitesse qui est négative. Donc là, moins d de x sur dt, c'est bien la vitesse du séchage. Si j'ai à représenter cette vitesse, donc en fait, c'est la vitesse du séchage, en fonction du temps toujours. Là, la première phase, nous avons dit qu'elle est trop rapide, donc à t égale à 0, le processus n'existait pas, donc une vitesse qui est égale à 0, et rapidement, 1, 2, 3 minutes, j'aurai une augmentation très rapide. Donc là, en fait, ça c'est le point 1 et ça c'est le point 2. D'accord? Nous avons dit que cette première étape, généralement, elle est négligée. Entre le point 2 et le point C, nous avons dit que c'est une étape à vitesse constante. Et comme là, le Y, c'est la vitesse, et c'est moins dx sur dt, donc certainement, entre le point 2 et le point C, j'ai une vitesse qui est constante. Entre 2 et C, c'est le x en fonction du temps. Pour la vitesse, nous avons dit que la vitesse est constante. Donc, entre le point 2 et le point C, j'aurai une vitesse constante. Très bien. Et entre là et là, si je vous donne un diagramme similaire à celui-là et je vous demande de déterminer les étapes du processus de séchage, certainement, vous allez me dire que première étape est trop rapide, c'est la vitesse de mise en température. La deuxième, c'est entre là et là. Et là, je vous demande de déterminer, par exemple, l'intervalle de temps. Là, vous allez faire une projection entre ce point et ce point, c'est-à-dire cette valeur et cette valeur. Vous allez me dire que c'est le segment 2C, c'est la deuxième période à vitesse constante. Par la suite, entre C et 3, là, c'est la vitesse décroissante. Donc, j'aurai une diminution de la vitesse. C et 3. Regardez, ce point, on dit un point critique, le point C. Ce point critique, il représente la transition entre la deuxième phase et la troisième phase. Donc, le point critique, expérimentalement, il correspond à quoi? Il correspond à la transition entre la deuxième phase et la troisième phase. Donc, on peut même, par la suite, et vous allez le faire, représenter la variation de la vitesse en fonction de
la teneur en humidité. On peut la représenter juste selon ces deux diagrammes, on peut déduire l'évolution de V en fonction de X. Regardez, une autre remarque très importante, la vitesse V. La vitesse en général, hein, pour les trois étapes, elle est donnée par cette expression. C'est moins. Nous avons dit, regardez, hein, nous avons dit moins dx sur dt. Je laisse moins dx sur dt. Ici, j'aurai quoi comme unité? Nous avons dit que x, c'est la quantité d'eau évaporée par la quantité de matière sèche. Donc là, l'unité de ma vitesse, ça sera la vitesse de l'eau qui est évaporée par unité de temps, mais là, ça sera par unité de matière sèche. Donc, pour laisser juste l'unité de la vitesse en fonction de la quantité d'eau par unité de temps, et généralement, comme on utilise un séchoir à bande, ça sera par unité de surface. Donc, on va multiplier par la masse sèche, d'accord, la masse sèche, et on divise par la surface. Ah. Là, j'aurai quoi comme unité? J'aurai des masses d'eau, c'est-à-dire des kilogrammes d'eau, par exemple, kilogrammes d'eau évaporée, kilogramme H2O, par unité de temps, par exemple, par heure, par unité de surface. Par exemple, mètre carré, selon les dimensions. Ou bien, lorsque, et ça, c'est un problème expérimental, lorsque je n'ai pas une idée sur cette grandeur-là, la masse sèche, ni la surface, je peux donner directement l'expression de la vitesse comme suit, d de x sur dt. d de x sur dt, généralement. Et là, ce qui va changer, c'est juste l'unité. Vous aurez, au lieu des mètres carrés, donc, ça sera kilogramme eau par heure par kilogramme de matière sèche. Donc là, voici un petit récapitulatif sur les étapes du processus de séchage. Maintenant, on passe à la résolution de notre exercice. Notre but, c'est de déterminer le temps nécessaire pour effectuer l'opération de séchage. Là, à mémoriser aussi, le temps global de séchage, c'est écrit. Hein. Pas la peine d'écrire, même pas de prendre des captures d'écran. Tout est expliqué sur le corrigé. Je vais l'envoyer juste après le TD. Donc là, le temps global ou bien le temps nécessaire pour l'opération du séchage, c'est le temps de la deuxième et de la troisième phase. Donc, d'accord, c'est le temps nécessaire pour finir la deuxième et la troisième phase. La première étape, on va la négliger. Donc, en fait, pour avoir le temps global, donc T nécessaire pour l'opération de séchage, le T global, elle est égal à T 2, ou bien je l'appelle T1 comme je l'ai fait sur le corrigé, plus T2. Le T1, c'est le temps global nécessaire pour finir la phase 2, la deuxième période, et le T2, c'est le temps nécessaire pour la troisième phase, la phase 3. La différence entre les deux, c'est que pour cette phase, la vitesse est constante. Pour la troisième phase, la vitesse est décroissante. Vitesse décroissante. Regardez, là, je reviens sur notre corrigé. J'ai juste schématisé, donc j'ai un séchoir. Nous avons dit que l'entrée de la matière humide, on la note par 2. Donc, là, c'est 2. Ici, c'est 1. 1 LBO par LB de matière sèche. Donc, j'avais une humidité de 1 LBO. À la fin, je dois aboutir à une humidité de 0,1 LB par LB. D'accord. Nous avons dit que l'opération se fait à contre-courant avec le gaz séchant. Notre gaz séchant, c'est de l'air qui a une température sèche 160, température humide 120 degrés Fahrenheit. Voici les caractéristiques
du solide, la surface de la bande et l'épaisseur. G, bien sûr, étant le débit du gaz. Là, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On commence le travail. Regardez, le temps de séchage, premièrement, on va le calculer durant la période où la vitesse est constante. Vitesse constante, j'écris d'abord l'expression de la vitesse. Nous avons dit c'est moins ms sur a, dx sur dt. Vitesse constante, regardez, comme la vitesse est constante, donc là, durant toute cette période entre 2 et C, regardez, entre 2 et C, c'est la même vitesse. Au point 2, si la vitesse est de 2 kg d'eau par heure par feet carré, au point C, c'est la même. Si là, je vous donne un T moyen au milieu de ce segment, vous allez me dire qu'il s'agit de la même vitesse. Donc, en fait, entre 2 et C, la vitesse est constante et elle est égale à la vitesse critique. Pourquoi j'ai mis ici VC égale à V? Parce qu'en fait, pour la deuxième phase, j'ai un moyen pour calculer la vitesse critique. Mon objectif, c'est d'avoir le temps, d'accord, dt. Donc, je vais intégrer, mais je peux me permettre d'intégrer, c'est lorsque VC est constante. D'accord, la vitesse durant la deuxième phase est constante et elle est égale à la vitesse critique. Pourquoi j'ai choisi la vitesse critique et non pas la vitesse au point à un autre point? C'est parce que la vitesse critique, j'ai un moyen pour la calculer. On verra ça. Donc là, je travaille le plus normalement possible. Dans ma tête, V est constante. Donc, VC fois A fois D de T égale à moins MS T de X. D'accord? Donc, VC fois A fois DT égale moins MS D de X. Donc, j'intègre entre... Attendez, bien, on le fait sur le tableau ensemble. Nous avons dit que la vitesse... Regardez, ceci est valable pour la deuxième phase, parce que la vitesse est constante. Elle est égale à la vitesse critique. Donc, c'est moins ms sur a dx sur dt. Mon objectif, c'est d'avoir le temps nécessaire pour finir cette phase-là. Je sais que la vitesse est constante, elle est égale à vc. D'accord? Donc, en fait, vc fois d de t fois a, vc a dt, elle est égale à moins ms dx, moins ms dx. Comme ici, la vitesse est constante, donc je peux faire sortir ces deux grandeurs pour intégrer. Et là, ici, regardez, la deuxième phase, c'est entre... J'ai dit qu'on va négliger la première phase. Donc, ça sera entre t égale à 0 et t égale à t critique, Tc. Et là, c'est l'humidité qui correspond à T égale à 0, c'est l'humidité initiale, X0. Et là, c'est l'humidité qui correspond au point critique, XC. Donc, en fait, ici, j'aurai D de T entre 0 et TC égale à moins MS sur VC sur la surface, bien sûr, fois D de X entre X0 et XC. Regardez, là, l'intégrale, ceci, il correspond à T1. C'est le temps nécessaire pour la deuxième phase. Vous pouvez, regardez, vous pouvez noter T2. Hein. C'est T1. Donc, en fait, T1 est égal à quoi? Est égal à moins ms sur la vitesse critique fois la surface fois xc, l'intégrale de dx, donc c'est x, entre le point critique et le point de départ, le point initial. Donc là, je peux faire entrer le moins, ça sera ms
divisé par la vitesse critique par la surface fois x0 moins xc. 0 moins xc. Est-ce que c'est clair jusqu'au là? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Madame, la surface, c'est quelle surface? Je vais vous répondre. Celle qui m'avait écrit, il y a un grand décalage. Est-ce que tout le monde a ce décalage-là ou bien vous arrivez à suivre? Je sais qu'il y a un petit décalage, mais un décalage énorme, je n'en sais pas. Vous arrivez à suivre, s'il vous plaît? Oui ou non? D'accord, merci. Oui, merci à vous. Donc, voici l'expression qui nous donne le temps de séchage nécessaire pour finir la deuxième étape. Là, je vais répondre à la question de votre camarade. Regardez, là, si j'ai l'intention de remplacer, donc x0, oui, je l'ai, je sais. Donc là, je reviens sur l'énoncé ou bien le corrigé. L'énoncé, donc voici x0. Très bien. 1 LB. X critique, c'est 0,4. Donc, je n'ai aucun problème en ce qui concerne les humidités, les teneurs en humidité, X0 et XC. Maintenant, la matière sèche, la quantité de matière sèche, je ne sais pas. La surface aussi, c'est quelle surface? Et la vitesse critique. Donc, voici les paramètres que je dois aussi injecter afin d'avoir le T1. La surface, en fait, c'est la surface des bandes. D'accord? Ici, je commence par d'abord calculer la matière sèche, MS. Regardez, j'ai en fait la masse volumique du coton. La masse volumique du coton, c'est la masse du solide divisée par le volume du solide. D'accord? Vous êtes avec moi? La masse volumique du coton, c'est la masse du solide, de la matière, divisée par le volume du solide. Moi, ce que je cherche, c'est cette quantité-là, c'est MS. Donc, MS, c'est ρ coton fois le volume du solide. Et le volume du solide, en fait, c'est la surface du solide fois l'épaisseur. Donc, c'est la surface, pardon, fois l'épaisseur. Pour la masse volumique, je l'ai. D'accord? La surface aussi. Là, comme la surface, le processus de séchage, il se fait en fait juste sur la surface supérieure. Là, je ne vais pas multiplier par 2. Donc, je prends la surface supérieure qui est égale à 2. Et pour calculer le volume, donc je multiplie par 1 sur 2 inch. Le seul problème, c'est que je dois travailler avec des feet, système anglo-saxon. Donc, j'ai multiplié par 1 sur 12 pour convertir les inches en feet. D'accord? Donc, je répète, là, le volume, en fait, c'est la surface fois l'épaisseur. Comme le séchage se fait juste sur la surface supérieure, donc je prendrai que la surface supérieure. Donc, c'est 2 et non pas 2 fois 2 s'ils n'ont pas mentionné que la surface inférieure est isolée. Là, j'aurais pris 2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois la surface. Là, la surface inférieure étant isolée, donc la surface globale, c'est juste la surface supérieure. Pour avoir le volume, donc c'est la surface fois l'épaisseur. Pourquoi j'ai multiplié par 1 sur 12? C'est pour convertir 1 sur 2 inch en feet. Avec ça, je trouverai la masse de mon produit sec ou bien la masse sèche. Donc, elle est égale à 3,64. Là, c'est une application directe. Le problème qui va se poser, c'est au niveau de la vitesse critique. Et là, je donne cette remarque qui est très importante. Si j'avais un tableau de valeur, un tableau qui contient des données expérimentales, dans ce cas, je n'utilise pas cette expression-là pour déterminer la vitesse critique. Je répète, si j'avais des données expérimentales, je peux le faire expérimentalement. Sur un papier millimétré, je peux déterminer ma vitesse critique. La différence
de cet exercice, c'est que je n'ai pas les données expérimentales. Du coup, je dois travailler avec une certaine expression théorique. Pour la vitesse critique, elle est donnée par cette expression. Regardez, c'est HV qui est le coefficient de transfert de chaleur divisé sur la chaleur latente de vaporisation. Regardez, pourquoi j'introduis la chaleur latente de vaporisation? La chaleur latente, en fait, c'est quoi? C'est la chaleur nécessaire pour changer l'état d'un produit, solide ou liquide. Pour cet exercice, on est en train de faire l'évaporation de l'eau. L'eau qui est dans le coton, elle est sous forme liquide. D'accord? Donc, en fait, je dois fournir une certaine chaleur latente pour transformer, pour convertir le liquide. C'est un changement d'état, changement de phase. Pour faire l'évaporation, donc, c'est le passage de l'eau de l'état liquide vers l'état vapeur. C'est pour cette raison, on va introduire ici la chaleur latente de vaporisation. Il s'agit de l'eau, donc ça, c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau. C'est des valeurs tabulées, elle est connue, d'accord? Juste, il faut faire attention par rapport à l'unité, c'est-à-dire lambda, elle va suivre l'unité de HV, qui est le coefficient de transfert de chaleur. Si le H est en joule, je prendrai la valeur de lambda en joule. Si H est en BTU, je prendrai lambda en BTU. Et si H en calories, je prendrai lambda en calories. D'accord? Donc, je répète, H, en fait, c'est le coefficient de transfert de chaleur. Lambda, c'est la chaleur latente de vaporisation. Et il s'agit de l'eau, donc c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau. TV, c'est température sèche du gaz séchant, la TV moins TI, en fait, c'est des données par rapport au gaz séchant. Il s'agit de l'air. TV, c'est la température sèche. TI, c'est la température. Vous pouvez écrire, vous pouvez rajouter une phrase ici. TI, c'est la température à l'interface. Donc, c'est la température du bulbe humide. Je répète, TI, c'est la température à l'interface, c'est la température du bulbe humide. En fait, ici, c'est la TW. TV moins TW. Avec ça, lambda, ce n'est pas un problème, c'est des valeurs tabulées. Donc, je peux consulter Google, il va me donner lambda selon l'unité que je cherche. Mais là, j'ai besoin de calculer le coefficient de transfert de chaleur, le HV. HV à vitesse constante et lorsque le gaz circule parallèlement au solide, d'accord, il y a une formule empirique pour calculer le coefficient de transfert de chaleur, le HV. Donc, en fait, HV, si je remplis mon processus remplit ces conditions, c'est-à-dire lorsque la vitesse est constante, et c'est vrai, c'est la deuxième phase, c'est la phase à vitesse constante. Et si le gaz circule parallèlement au solide, c'est le cas, je peux utiliser cette expression. Le HV est donné par 0,0128 fois le flux massique à la puissance 0,8. Là, je peux appliquer cette expression parce que j'ai le flux massique de l'air. Il est donné en LB par feet carré par heure. Le coefficient de transfert de chaleur, si j'utilise cette expression avec un flux massique en LB par feet carré par heure, j'aboutis à une valeur de HV qui sera en quoi? En BTU par feet carré par heure par degré Fahrenheit. Je répète, cette expression, je dois injecter le débit, le flux massique avec cette unité, LB par feet carré par heure. Si je change d'unité, je vous donne une autre formule. D'accord? Pour enfin aboutir à une valeur de HV qui est égale à 0,0128 fois le flux massique avec cette unité, j'aboutirai à une valeur de HV en BTU par feet carré par heure par degré Fahrenheit. Là, j'ai juste injecté la valeur de 500 dans cette expression. Rappelez-vous pourquoi je cherche le HV, c'est pour pouvoir le remplacer ici dans l'expression de calcul de quoi? De la vitesse critique. Et pourquoi je cherche la vitesse critique? Je remonte, c'était pour déterminer le temps requis pour la deuxième phase de séchage. Voici l'expression.
qu'on avait trouvée. Il nous manque quoi? La vitesse critique, la masse sèche. Donc là, tout ça, c'est juste pour déterminer la vitesse critique. Une fois on a le HV, voici la vitesse critique, donc c'est HV sur lambda. La valeur de 1075,8, c'est une valeur, je répète, une valeur tabulée. Elle est donnée en BTU. Pourquoi en BTU? C'est parce que HV a été trouvé en BTU. Donc, c'est 1075,8. Vous allez peut-être me poser la question, est-ce qu'on peut l'apprendre? Oui. Essayez de l'apprendre avec les 3 unités différentes. Voilà la différence de température, TV et TW. On aboutit à une vitesse en LBO par feet carré par heure. Maintenant, nous avons trouvé la vitesse critique. Notre objectif, c'était de trouver le temps nécessaire pour la deuxième phase. Donc, j'applique directement ces MS sur la vitesse critique qu'on vient de calculer, divisé par la surface de la bande, d'accord? La surface de la bande, A, qui est égale à 2, fois la différence entre les teneurs en humidité entre X0 et XC. Là, on trouvera un temps qui est pratiquement énorme, donc 15,91 heures. C'est juste pour la deuxième phase, pardon. Le T requis pour la deuxième phase à vitesse constante. C'est compris? Si vous avez des questions, allez-y. Ça va? Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Répondez-moi en moins. Merci. Les autres? Très bien. Merci à vous. Donc là, nous avons fini avec la première étape. Et rappelez-vous, je sais c'est long, mais notre objectif, c'était de déterminer le temps. Nous avons fini avec la deuxième étape. Donc, très bien, on passe à la troisième étape. Donc, calcul du temps de séchage durant là, je me suis trompée, je m'étais trompée. Donc, c'est pour la troisième période. Et avant la période où la vitesse est constante, là, c'est la deuxième phase. Et B, c'est pour la troisième phase, la troisième période ou bien la troisième phase. Donc, vous corrigez, s'il vous plaît, c'est la troisième période. Ou bien je corrige chez moi, vu que je n'ai pas encore envoyé le corrigé. Donc, regardez, la vitesse de séchage durant cette phase, elle est décroissante et elle est fonction de X. Là, c'est juste une supposition, d'accord, pour pouvoir déterminer le temps nécessaire. Regardez, la vitesse, nous avons dit, elle est fonction de l'humidité. Donc, V, elle est égale à A fois X. La vitesse, elle est donnée par une certaine constante multipliée par la teneur en humidité. Comme le point critique, rappelez-vous, c'est un point qui correspond à la transition entre la deuxième et la troisième phase. Donc, en fait, le point critique, il appartient à ces deux phases. Il fait partie de la deuxième phase et il fait partie de la troisième phase. Comme il fait partie même à la troisième phase, donc en fait, je peux me permettre d'écrire ça. La vitesse critique, elle est égale à A fois XC. Donc, je peux remplacer la vitesse ici par la vitesse critique. Et en même temps, et en général, la vitesse, durant cette période, elle est égale toujours à la même constante fois X. La vitesse, j'ai dit, est proportionnelle à la teneur en humidité. Regardez, la première expression, lorsque je remplace V par VC, en fait, c'est juste pour déterminer le A. D'accord? Par exemple, le A. Le A, qui est la pente, c'est VC sur XC. Donc, en fait, je peux déterminer la pente. De 1 et de 2, le V, c'est égal à A fois X. Le A, je peux le remplacer par VC par XC. Donc, juste une petite astuce pour pouvoir exprimer
la vitesse en fonction de la teneur en humidité. Donc, à partir de ces deux expressions, je peux donc aboutir à ça. La vitesse durant la troisième phase, elle est égale à la pente fois la teneur en humidité. Et avec cette première expression, je peux déterminer la pente qui est égale à VC sur XC. Regardez, pourquoi je me permets d'écrire ça? C'est parce que là, ce point-là, nous avons dit que c'est un point critique. D'accord? Il fait partie de cette phase, il fait partie de la troisième phase aussi. Comme il fait partie de cette troisième phase, donc même la vitesse au point critique, elle est fonction de la teneur en humidité. Je peux permettre d'écrire VC égale à A fois XC. Voilà. Et là, en général, je remplace le A par VC sur XC fois X, bien sûr. Regardez, là, on va travailler avec la même méthode, c'est-à-dire la même expression de la vitesse. Quelle que soit, regardez, quelle que soit l'étape, je remplace avec la même expression de vitesse. La V égale à moins ms sur A, d de x sur dt. Très bien. Donc là, moins ms dx sur A fois d de t, elle est égale à quoi? Elle est égale à la vitesse. Et voici l'expression que nous avons trouvée. VC sur XC fois X. On peut la travailler ensemble. Donc, ici. Donc, nous avons dit que la vitesse, elle est égale à moins ms sur A non, fois dx sur dt. Voilà. La vitesse, nous avons dit qu'elle est égale à quoi? Elle est égale à VC sur XC, VC sur XC fois X. Donc, c'est VC sur XC fois X. Rappelez-vous, notre objectif, c'est de déterminer le dt, c'est-à-dire d'intégrer. Donc, en fait, j'aurai A dt VC X est égal à moins ms fois XC fois dx. D'accord? Là, je laisse que dt. dt sera égal à moins ms XC sur A, vérifiez avec moi s'il vous plaît, sur A, VC fois dx sur X. Donc là, dt, regardez ici, c'est entre TC et T final. D'accord? C'est entre le point critique et le point 3, si vous voulez, je peux le noter comme étant un point final. C'est la fin du processus de séchage. D de X, bien sûr, c'est entre XC et X final, XF. Là, je peux le noter comme T2. C'est le temps requis pour la troisième phase. Le temps requis pour la phase 3. Regardez ici, moins ms, xc, a sur vc, c'est des constantes. L'intégrale de dx sur x nous donne quoi? L'intégrale de dx sur x. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Je peux lire directement. Voilà. C'est le ln. Je peux lire directement à partir du corrigé. Donc, je vous laisse le temps pour travailler un peu.
Donc, voici l'expression, c'est moins MS sur A, XC sur VC, égale à MS XC A VC fois ln X, normalement, entre XC et XF. Là, j'ai fait rentrer le moins, donc ça sera ln XC sur XF. D'accord? Ça sera ln XC sur XF. Regardez, là, c'est la même masse qu'on a trouvée tout à l'heure. XC, s'il vous plaît, c'est la teneur d'humidité, la teneur en humidité, pardon, au point critique, c'est une donnée. Donc, très bien, on a cette donnée-là, regardez, voilà, c'est 0,4 lBO par lB de solide sec. C'est toujours la même surface, et là, c'est la vitesse critique qu'on a calculée tout à l'heure. La vitesse, pardon, la teneur en humidité finale, elle représente quoi, s'il vous plaît? La teneur en humidité finale. Allez-y. La teneur en humidité finale. Allez-y. D'où je ramène cette valeur d'humidité finale? S'il vous plaît, nous avons dit XC, c'est la teneur en humidité au point critique. XF, elle représente quoi? Elle représente la teneur en humidité finale. C'est entre le point critique et le point. Oui, Allez-y. c'est donné. Oui, c'est une donnée, bien sûr. C'est une donnée. Là, s'il vous plaît, essayez d'être avec moi. Notre objectif, j'ai dit ça au début, notre objectif, c'est de diminuer la teneur en humidité de 1 à 0,1. Donc, l'humidité finale, ou bien l'humidité au point 3, elle est égale à 0,1 lBO par lB de solide sec. Donc, notre objectif, je répète, c'est de diminuer la teneur en humidité de cette valeur-là, 1 lB, jusqu'à 0,1 lBO. Donc, l'humidité initiale, pourquoi j'avais pris tout à l'heure x0 égale à 1? Parce que là, c'est l'humidité initiale. Et là, l'humidité finale, c'est xf égale à 0,1. Donc, c'est une donnée. Il faut comprendre le processus physiquement pour que vous puissiez résoudre vos exercices convenablement. Donc, voici T2. En remplaçant avec nos données, on trouve un temps qui est égal à 14,71 heures. N'oubliez pas, le temps global, je répète, le temps global, ou bien le temps requis pour toute l'opération de séchage, c'est le temps T1 plus T2, mais dans votre tête, vous devez savoir que le T1, c'est le temps requis pour la deuxième phase et le T2, c'est le temps requis pour la troisième phase. Donc, le temps global, c'est 15,91 plus 14,71. Ça vous donne 30,62 heures. Quand même, c'est énorme comme temps. Là, je répète, pour le séchage, c'est simple. Il suffit juste de visualiser les vidéos et vous pouvez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas. C'est pas vraiment très consistant comme l'air humide, quoique ça nécessite un certain prérequis du premier chapitre. Maintenant, si c'est OK, on passe à l'exercice 4. Est-ce que c'est clair? C'est compris? Si vous avez des lacunes, vous me dites. Posez vos questions maintenant. On a le temps. D'accord? On passe à l'exercice 4, donc. Les produits, toujours on reste avec des produits alimentaires qui sont séchés dans un séchoir à lait fluidisé. Je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous qui ont fait leur stage en L3 dans les boîtes pharmaceutiques. Peut-être ils ont vu les lits d'air fluidisés. Il y a les lits d'air fluidisés, cylindriques, coniques, etc. Donc, on fait le séchage dans un lit
fluidisé par de l'air. Toujours, donc là, on utilise l'air comme étant un gaz séchant. Chauffé à 50 degrés C. Donc l'air séchant, il est à une température de 50 degrés C. Les résultats de la cinétique de séchage sont les suivants. Donc vous avez un tableau de valeurs, vous avez les temps et vous avez les masses. C'est les masses retenues, là je ne sais pas, d'opération de séchage. Bien, l'intervalle qui a été pris de combien, on peut le calculer, on peut trouver un pas qui est constant, comme on peut trouver un pas qui est variable. D'accord? C'est-à-dire entre 0 et 120, c'est pratiquement 120 secondes. Entre 120 et 360, j'ai combien? Entre 360 et 600, j'ai combien aussi? Là, je peux en fait laisser ou bien garder un pas constant, comme je peux prendre un pas qui est variable selon l'expérience et selon la sensibilité de mon produit. En fin d'expérience, la masse du solide sec était de 106 grammes. Déterminez le temps de séchage nécessaire pour sécher les produits d'une humidité de 0,25 à 0,02 kg par kg de matière sèche. Regardez, c'est la même question. C'est déterminer le temps de séchage nécessaire pour sécher le produit. Maintenant, qui peut me répondre? Si je vous demande d'écrire déjà la première expression du temps global T total, ou bien T global, vous allez écrire quoi au juste? T global égale à quoi? Allez-y. Vous avez appris aujourd'hui que le temps requis pour l'opération de séchage est égal à, s'il vous plaît, T1 plus T2. Très bien. Et T1, il représente quoi? C'est le temps requis pour la deuxième étape. T2, c'est le temps requis pour la troisième étape. D'accord. Voilà. Très bien. Regardez, donc en fait, c'est la même question, mais on va la traiter autrement. Tout à l'heure, j'avais pas un tableau de valeur. J'avais pas un tableau de valeur expérimental. Maintenant, en fait, j'ai l'expérience même. Et à partir de ces données, je vais déterminer le temps nécessaire pour l'opération de séchage. La première des choses, regardez, la première des choses, c'est de calculer l'humidité à partir de la masse. Qui peut me proposer une formule pour calculer l'humidité? Donc, s'il vous plaît, ce que vous allez faire, c'est de tracer un tableau comme celui-là. Donc, là, reprenez les valeurs pour le temps T. C'est en secondes. Je vérifie. C'est en secondes. Là, regardez, on va en fait convertir en minutes. Hein. Donc, on va convertir les temps en minutes. Allez-y, donnez-les-moi. Donc, nous avons 0. Par la suite, nous avons 120. Donc, ça vous fait combien? 2. 2 minutes. Après, vos calculatrices, s'il vous plaît. Écrivez-moi, soit dites-le moi, s'il vous plaît. 2, après, moi, regardez, j'ai le corrigé devant moi et j'ai toutes les valeurs. Là, j'essaye juste de travailler avec vous. Oui, merci, mademoiselle. 6. Les autres? 10. Oui. Je ne vais pas envoyer corriger. Comme ça, je ne vais pas envoyer corriger. 15 ou bien 15 et demi. Monsieur Ben Nasser, est-ce que c'est 15 ou la 15 et demi?
J'ai trouvé 15,5, je ne sais pas. Je refais, attendez. Donc, 160, donc c'est 10. Après 930 divisé par 60, donc c'est 15,5. Après, 15,5. Allez-y. 20. 20, merci. Après, 26. 26. voilà. 33, je crois. Oui. Voilà. Après, 41. 41. 47,5, c'est ça? Oui. Mhm. 56. 56, merci. Et la dernière 70. valeur, c'est 70. Merci. Et bien sûr, la deuxième colonne, vous allez mettre les masses. La deuxième colonne, vous allez mettre les masses correspondantes. Les masses qui correspondent à chaque valeur de temps. Regardez. Donc, nous avons dit comment je démarre à partir de quelle valeur? Je mets mes temps, je peux laisser, mais là, c'est pour alléger, j'ai préféré travailler en minutes. Les masses, je vais donc les reprendre telles qu'elles sont, les masses en grammes. Maintenant, à partir de cette masse, on doit calculer l'humidité, le X. Regardez le X. Si je donne l'expression de X, avant de vous donner l'expression, X, nous avons dit, c'est la masse, c'est les kilogrammes d'eau évaporée. Donc, en fait, c'est la masse d'eau évaporée sur la masse de matière sèche. H2O sur kilogramme de matière sèche. Kilogramme de matière sèche. Donc, c'est MO évaporé sur MS. C'est MS et là, c'est la masse d'eau évaporée. D'eau diminuée, évaporée, évacuée, etc. D'eau, pardon, évaporée. Allez-y. On commence par la chose la plus simple. La masse sèche, c'est la masse du produit sec. Elle est égale à combien? Je reviens sur mon tableau. Voilà. La masse du produit sec est égale à combien, s'il vous plaît? Regardez, si je vous donne... 106. Pardon? 106 grammes. 106 grammes, voilà. Là, on a donné directement la valeur. La masse du solide sec était de 106 grammes. Donc là, c'est directement 106. Si je n'avais pas donné cette valeur-là, en fin d'expérience, déterminer le temps nécessaire de séchage. Là, je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez la dernière valeur, 107. Si cette valeur n'a pas été donnée, donc vous prenez la dernière valeur. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, regardez, vous allez remarquer que le processus de séchage devient très lourd, très long, pardon, et du coup, à la fin, j'aurai quoi? J'aurai que la masse de la matière sèche. Donc ici, déjà, pour X, je sais que je vais diviser par 106, qui est la masse du produit sec ou bien la masse sèche. Mais non, ça nécessite un petit tâtonnement de votre part. Comment je peux déterminer la masse d'eau qui a été évaporée, en fait, ou bien comment je peux quantifier la masse d'eau qui a été évaporée? Je ne l'ai pas directement. Regardez ce que j'ai sur le tableau, en fait. Ce tableau, par exemple, la masse AT égale à 0. 134, c'est la masse sèche plus la masse d'eau. Vous êtes d'accord? C'est la masse sèche plus la masse d'eau. Au fur et à mesure que le processus se fait,
toujours, ces masses-là représentent quoi? Représentent toujours la masse sèche. La masse sèche, elle n'est pas influencée. D'accord? Plus la masse d'eau. Ce qui est en train de diminuer ici, en fait, c'est la masse d'eau. À chaque temps, j'ai une quantité d'eau qui est évaporée. Donc, comment je peux quantifier cette quantité d'eau? Je prendrai un exemple. 134. 134, 134, c'est quoi? C'est MO plus la masse sèche. Oui ou non? Est-ce que c'est compris? Madame. Très bien. Donc, 134, c'est la masse d'eau plus la masse sèche. J'ai la masse sèche, elle est égale à combien? 6. La masse sèche, elle est égale à 106. C'est constant, hein? C'est constant. Les constituants solides, ils ne sont pas influencés avec la température. D'accord? Donc, en fait, la masse sèche est de 106. Je peux déterminer 134, j'ai combien d'eau? Donc, la masse d'eau ici, c'est 134. Le reste, c'est 134 moins 106. Pour 28. déterminer, en fait, l'humidité. Oui? Allez-y, mademoiselle. 28. Vous allez trouver 28. Vous avez trouvé? Oui, mais Hadi, c'est la masse de quoi? C'est la masse d'eau. Pour déterminer l'humidité, il suffit de faire quoi? S'il vous plaît, c'est un bon raisonnement. C'est-à-dire, pour déterminer la masse d'eau, c'est 134 moins 106. Mais là, vous aurez quoi? Vous aurez la masse d'eau. On est en train de chercher quoi? On est en train de chercher X. X, c'est la masse d'eau divisée par la masse du produit sec. D'accord? Donc, en fait, c'est la masse d'eau. Les 28, les pénarums, divisé par 106. Ce que je vais trouver ici, je vais trouver normalement une valeur. Attendez, je recalcule. C'est 28 divisé par 106. Vous allez trouver 0,264. Ceci vous donne quoi? Vous donne la masse d'eau par la masse de produits secs. Et bien sûr, ça, c'est bien l'humidité. Donc, à T égale à 0, vous aviez une masse humide qui est égale à 134. Cette masse humide correspond à une teneur en humidité de 0,264. Donc, en fait, l'expression pour calculer X, c'est quoi? C'est toujours la masse MT moins la masse de la matière sèche divisé par, et là vous l'avez constaté seul, hein? Donc je vous donne cette expression. C'est logique parce que c'est très logique. Pour déterminer l'humidité, je sais que l'humidité, c'est la quantité d'eau divisée par la masse de la matière sèche. D'accord? La quantité de la matière sèche, elle est connue. Mais par contre, la quantité d'eau, elle est variable. Elle est fonction du temps et de la température. Donc, les 134 ici, c'est la masse totale plus la masse d'eau. Pour déterminer la masse d'eau, il suffit de diminuer quoi? La masse sèche de la masse totale. Même pour la deuxième valeur, la masse totale, elle est de 128. 128, dans 128, je sais que j'ai 106 de matière sèche. La différence représente en fait Hadia. Ça, c'est la masse d'eau. Ceci me donne la masse de l'eau. D'accord? La masse de l'eau divisée par la masse sèche qui est constante me donne la teneur en humidité. Donc, pour avoir la deuxième valeur, X, c'est 128. Désactivez vos microphones, s'il vous plaît. 128 moins 106
divisé par 106. Vous trouverez combien? 0,207. Voilà, 0,207. Et ainsi de suite. Donc, on fait comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à t égale à 70. S'il vous plaît, est-ce que c'est compris? Oui. Oui, c'est le bon résultat. Merci. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît? Vous ne voulez pas répondre? Merci. D'accord. OK. Comme c'est compris, donc, on va essayer de terminer les valeurs du tableau. Donc, 123, ça vous donne combien? En même temps, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Donc là, pardon, c'est 0,16. Donc 0,16. Donc 120,5. « 0,137. Voilà. Donc, on trouve les mêmes valeurs. 117, vous aurez 0, une valeur pour, voilà, 104. Merci, 104. Voilà. Après 115, vous aurez 0,085. Et là, 114, ouvrez 0,075. Et là, 110,5, ouvrez 0,042. 110, vous trouverez 0,038. Oh oui, merci mademoiselle Bouchelaren. 110. Oui, mademoiselle Boutila, effectivement, c'est 0,038. Après, c'est 0,028. Elle a 108. Et 0,019. À 107, dernière valeur, 0,009. Merci. Là, j'efface. Regardez. Là, je reviens sur l'énoncé, l'exercice. Regardez. Le but, c'était de calculer le temps de séchage. Mais là, j'ai qu'un tableau de valeurs et je ne sais pas c'est entre quoi et quoi. Nous avons dit que le temps global, c'était entre T2 et T3. Là, il nous donne en fait une condition, si vous voulez. Déterminer le temps de séchage nécessaire pour sécher les produits d'une humidité de 0,25 à 0,02. C'est pour cette raison que j'avais l'idée de calculer les humidités. D'accord? Donc, il me faut combien de temps pour baisser l'humidité de 0,25 à 0,02? Et là, je reviens sur mon tableau. Donc, en fait, de 0,025, 0,025, est-ce que la valeur figure ici sur le tableau?
est-ce que la valeur de 0,25 figure sur le tableau? L'humidité égale à, elle ne figure pas. Donc, mon but, c'est de calculer le temps entre 0,25, quand l'humidité, elle est de 0,25, jusqu'à x égale à 0,02. 0,02. Tel x égale à 0,02. Même la deuxième valeur, je crois, elle est entre, la deuxième valeur, elle est là, entre 47,5 et 56. 0,02. C'est là, à peu près. Hein. Et 0,25, en fait, c'est après 0,26, c'est entre cette valeur et cette valeur. Donc, en fait, elle est entre 0 et 2. Donc là, 0,27. Expérimentalement, si j'ai à schématiser ça, regardez, là, il y a un truc en fonction du temps. J'avais un x0 qui est égal à combien x0, s'il vous plaît? X0 est de combien? X0 est de combien? On ne va pas inventer. Hein. Si vous êtes avec moi, x0, c'est l'humidité initiale qui correspond à t égale à 0. Voici le tableau. 0,200, voilà. Oui, c'est 0,264. Donc, j'avais un produit humide avec une teneur en humidité de 0,26. À la fin, XF, X final, l'humidité finale, elle est de combien? Kif, hein, je vois mon tableau. Hein. X final, c'est 0,209. 0,009. Voici mes données. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Si j'avais pas cette condition, d'accord, si j'avais pas cette condition, là, j'aurais en fait quoi? J'aurais calculé le temps global, comme tout à l'heure, afin de baisser l'humidité de 0,264 jusqu'à 0,09. Mais là, on m'a donné une condition. On nous a dit que, ici, calculez-nous le temps nécessaire afin de baisser l'humidité lorsqu'elle était de 0,25 jusqu'à une valeur ici, je peux la noter x2 par exemple, hein. X2, elle est égale à 0,02. D'accord? Donc, mon objectif, c'est de calculer le temps nécessaire afin de baisser mon humidité de x1 égale 0,25 à x2 égale à 0,02. Regardez, comment je peux déterminer ce temps? Le temps, c'est toujours, hein, c'est le temps qui correspond à la deuxième période plus le temps qui correspond à la troisième période. Donc, ça, c'est pour la phase 2 et ceci, c'est pour la phase 3. Phase 3. Le problème qui va se poser, en fait, est-ce que je peux séparer à partir du tableau? Est-ce que je peux, en fait, séparer les deux ou bien les trois phases, à votre avis? Est-ce que je peux séparer? N'oubliez pas, la deuxième phase, c'est la phase à vitesse constante. La troisième phase, c'est la phase à vitesse décroissante. Là, je vous le dis, on ne peut pas le constater à partir du tableau, vu que je n'ai pas les valeurs de la vitesse. Si j'avais la vitesse, certainement, à un certain moment, j'aurais une vitesse qui est plus ou moins constante. À partir d'un certain temps, je vais remarquer que la vitesse va décroître, elle va diminuer en fonction du temps. Comme je n'ai pas cette donnée sur la vitesse, je ne peux pas constater à partir du tableau. Du coup, on va faire comment? On va représenter l'évolution de x en fonction du temps. Donc, vous prenez un papier millimétrique et vous représentez quoi? Vous représentez x en fonction du temps. Vous allez aboutir à quoi en fait? Vous allez certainement aboutir à notre premier diagramme. Nous avons dit qu'il est partagé en trois zones. Zone 1, phase à vitesse constante,
la phase de mise en température, la deuxième phase à vitesse constante et la troisième à vitesse décroissante. Et là, comment nous allons pouvoir distinguer les deux ou les trois phases? À votre avis, quand on trace le X à T, parfois, on ne peut pas le constater à l'œil nu, comme ça. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a une astuce pour pouvoir dire que, tiens, la vitesse, elle est constante de là à là, par exemple, ou bien de là à là? Allez-y. N'oubliez pas, je vous donne un indice. Hein. La vitesse, c'est moins dx sur dt. Ah, là, très bien. Heureusement, je me rappelle. Non, je ne peux pas, je n'ai pas une idée sur la surface. Donc, je ne peux pas appliquer V égale moins ms sur A fois dx sur dt. Là, directement, la vitesse, c'est moins dx sur dt. Et ceci, il représente quoi sur cette courbe-là? xt. D sur D. dx sur dt. Ça, c'est quoi mathématiquement? Mathématiquement, s'il vous plaît. La pente. La pente, très bien. Donc, ceci, la vitesse est bien la pente. Donc, vous allez faire quoi? Une fois vous tracez x en fonction du temps, prenez votre règle. Prenez votre règle et essayez d'avoir la pente. Là où vous aurez une pente constante, c'est-à-dire il y a comme un segment. Par exemple, là, je prends ma règle. Ici, si je prends ma règle, j'essaie à tracer la pente. Je vais trouver هذه كامل عندي la même pente. هنا يبدا لي décalage ici. Donc entre ça et ça, عندي une seule pente. D'accord? C'est-à-dire une seule vitesse. J'aurai une seule pente, c'est-à-dire une seule vitesse. هنا V elle sera égale à moins dx sur dt, qui est la pente. Et en fait, c'est quoi en fait? C'est la vitesse critique. C'est-à-dire, vous allez dire que Hadi, en fait, c'est le temps critique. Parce que maintenant, la troisième phase, TC. Ici, vous allez pouvoir déterminer XC. Et vous pouvez même calculer VC, qui est moins dx sur d de t, qui est la pente de cette droite-là. D'accord? Donc, je répète, vous avez le tableau de valeurs, vous avez les temps et les x. Choisissez une échelle convenable pour vos valeurs. Tracez donc entre 0 et 70. 0, choisissez une autre échelle pour entre 264 et 0,009. Et par la suite, pour différencier entre les différentes phases, là, il suffit juste de prendre une règle. Ça va être très, très délicat pour cet exercice. D'accord? On va vérifier les valeurs ensemble la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, préparez vos graphes pour le samedi prochain, Inch'Allah. Essayez de déterminer TC, XC et VC. D'accord? Une fois que vous aurez la vitesse critique, juste, je termine et après, je vous laisse le temps pour poser vos questions. Une fois que vous aurez la vitesse critique, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez déterminer le T1. Si vous aurez T1, certainement, la suite, ça sera plus facile. Oui, mademoiselle, allez-y. Madame, vous pouvez reprendre. Je n'ai pas bien compris le dernier point. Pardon, le dernier point. Oui, bien sûr. J'ai dit que nous avons dit tout à l'heure que T, c'est T1 plus T2. D'accord? Le temps global nécessaire pour le séchage, c'est le temps qui correspond à la deuxième phase plus le temps qui correspond à la troisième phase. T égale à T2, bien T1 plus T3. Mais malheureusement, là, je ne sais pas pardon, T2. Je ne sais pas la première ou bien la deuxième phase. Elle commence de T égale à T, elle se termine à T égale à combien? Là, je vous ai dit, la première des choses, c'est de différencier entre les différentes phases de séchage. J'ai dit aussi que ceci, on ne peut pas le savoir à partir du tableau. Je dois tracer X en fonction du temps. D'accord? J'expliquais tout à l'heure ici, je vous ai dit que si je vous donne un diagramme qui est comme ça, il est facile. Vous savez que
cette petite courbature, elle représente à la phase de mise en température qui est négligeable, d'accord? Parfois, c'est exactement la deuxième phase, c'est-à-dire un segment, comme ça, une droite. Entre 2 et 6, c'est la deuxième phase. Pourquoi c'est la deuxième phase? Parce qu'en fait, là, c'est une droite, d'accord? La pente est constante, donc la vitesse, elle est constante. La troisième, c'est une courbe. Ça veut dire quoi, une courbe? Une courbe, c'est-à-dire lorsque je fais d de x sur dt, je peux tracer des pentes à plusieurs points. Des pentes différentes, c'est-à-dire des vitesses différentes, pardon. Et de plus, les valeurs de ces pentes, je vais trouver des valeurs qui sont décroissantes, c'est-à-dire des valeurs de vitesse qui sont décroissantes. Pourquoi? La vitesse, elle est égale à moins dx sur dt. Parce que comme la vitesse est décroissante, je vais aboutir à des valeurs négatives. Et en termes de vitesse, je ne peux pas trouver des valeurs négatives. C'est pour cette raison-là, on a écrit moins d de x sur dt. Ceci, moins dx sur dt, c'est la pente. La deuxième phase, comme on dit une droite, je parle à une seule pente, d'accord? Je parle, quitte qu'on a des droites, je parle à la pente. Par contre, ici, la phase décroissante, je parle de la tangente. C'est une vitesse qui est variable. Donc, la vitesse instantanée à chaque t, elle est représentée par la tangente à chaque temps. Si vous voulez, à t égale ici, par exemple, 10, je trace la tangente. Mais ici, c'est une droite. Je ne parle pas de la tangente, je parle de la pente. Maintenant, avec nos données, comment je peux constater ça? Je vous ai dit, il suffit juste de tracer x en fonction de t avec vos valeurs. D'accord? Vous allez certainement aboutir à deux phases. L'exercice, vous allez remarquer deux phases. Pour différencier entre la deuxième et la troisième phase, je n'ai pas un moyen. Je dois prendre juste ma règle. D'accord? Je prends ici ma règle et je vois. Là, je n'ai pas trouvé l'astuce comment. Là, par exemple, est-ce que certainement, je sais que peut-être la première, bien la deuxième phase, elle est là. Elle commence à partir de ce point-là, d'accord? À partir de ce point, et elle se termine ici. Je peux dire que là, j'ai une droite, d'accord? J'ai une droite, je sais que la vitesse, c'est bien la pente de cette droite. La pente de cette droite. Et bien sûr, c'est la vitesse critique, parce que nous avons dit, dans la deuxième phase, la vitesse est constante et elle est égale à la vitesse critique. Ceci, c'est le point C qui correspond au point de transition entre la deuxième phase et la troisième phase. D'accord? Donc, quand vous calculez ça, ou bien quand vous déterminez ce segment-là, ce point de transition va correspondre à quoi? À TC. Et bien sûr, là, vous pouvez par la suite lire XC. On peut même la rajouter ici, XC, et on met sa valeur là. D'accord? Une fois j'ai ces données-là, et j'aurai la vitesse, je n'aurai aucun problème. Ici, je dis quoi? VC égale à moins d de x sur dt. Et je calcule la pente. D'accord? La pente, je peux la calculer maintenant. Had la valeur. Moins cette valeur et le temps. Cette valeur moins celle-là. Had la valeur du temps. T. D'accord? Donc, j'aurai, si vous voulez, une valeur qui est constante. Qui est constante. Je peux même dire que, donc, le t, dt fois cette valeur égale moins d de x. Et j'intègre. Je calcule le t. Regardez, le plus important, c'est de savoir tracer. Ce que vous allez faire chez vous, c'est d'effectuer le tracé et d'essayer de trouver cette pente-là.
D'accord. Moi, je vous donne la valeur, essayez de la trouver. On va trouver un T critique égal à 3,5 minutes. 3,5 minutes. Et un VC égal à 0,182. Essayez de trouver les valeurs. Si vous réussissez, tant mieux. Sinon, on le fera ensemble la séance prochaine, Inch'Allah. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, on arrête la séance d'aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Pas de questions? Oui, c'est clair, madame. Merci. Merci à vous. Donc, bon courage et on se verra donc la semaine prochaine, Inch'Allah.